En fait, ici, sur la photo, vous avez c'est la rivière des Anglais. C'est dans l'Estrie, au Canada, au Québec. Puis, Alain me dit que c'est une rivière qu'on pourrait très bien retrouver aussi en Aquitaine comme paysage. Donc, on voit une rivière qui est bien pleine, tranquille, ça semble paisible. Et là-dessus, on n'a pas d'inquiétude quant à un manque d'eau quelconque. Mais on pourrait éventuellement se retrouver dans une situation comme celle-ci. On n'est ni en France, ni au Québec. En fait, on est dans le sud des États-Unis, dans un secteur assez aride. On est au Nouveau-Mexique et c'est le fleuve Rio Grande. Donc, je ne sais pas, c'est probablement pas cette journée-là qu'ils ont décidé de l'appeler fleuve. En fait, c'est qu'à ce moment-ci, l'eau est retenue dans les montagnes du Colorado pour être utilisée plus tard lors de la saison de production, lors de l'agriculture. L'eau va servir à l'irrigation et vu qu'on est en février lorsque j'ai pris cette photo, il n'y a rien, qu'il n'y a pas de culture, donc on ne gaspille pas l'eau, on la retient. Mais on peut se questionner sur l'impact sur l'écosystème aquatique d'être dans un contexte où pendant plusieurs mois, la rivière est asséchée. Cette photo-ci, c'est bien chez nous. En fait, c'est la rivière Chaudière. On est juste devant, à la hauteur des ponts, sur la rive sud. C'est une photo qui a été prise la semaine dernière. Parce qu'on est en étiage, et un étiage assez sévère pour nous au Québec, parce qu'on a souvent des étés pluvieux. Donc, je dis souvent à mes collègues à la blague qu'au Québec, une sécheresse, c'est 3 semaines sans pluie. Ici, on a en fait un été qui est particulièrement sec. On a vécu la même chose il y a 2 ans, il y a 2 étés également. Donc, par temps normal, la rivière serait pleine. Là, on ne verrait pas les cailloux. On voit la zone là, de la végétation qui délimite là, les berges et on peut presque traverser la rivière à pied. Donc, ça nous interpelle dans un esprit de changement climatique. On peut se poser des questions par rapport à ce que ce genre de situation-là pourrait survenir encore. Et ça nous interpelle sur la gestion, en fait. Quelle gestion de l'eau on veut faire au Québec? Alors, pour assurer nos amis québécois, cette image-là, en Aquitaine, c'est tous les ans. En dehors des zones d'influence des marées, lorsqu'on regarde les cours d'eau en fin d'étiage, fin septembre, surtout comme cette année, où il n'y a pas plu pendant 2 mois et demi non plus, on a ça. Ce n'est pas vraiment des cailloux cristallins comme cela, mais c'est exactement la même situation. Du coup, le questionnement, on l'a abordé. On en a discuté pendant 2 jours. Il y a des enjeux. Les enjeux, vous les avez écrits, c'est les ressources en eau. Et une des solutions, c'est une gestion intégrée. Cette gestion intégrée, vous avez compris qu'elle est quand même pas... il y a des degrés de liberté, c'est vrai, mais il y a aussi des contraintes. Alors, il y en a 2 qui sont physiques. On a un climat changeant. Donc là, grosse incertitude quand même, parce qu'en fonction de ce que le changement climatique va pouvoir être, on a effectivement des tendances, mais on ne sait pas vraiment quels vont être les flux hydriques qui vont précipiter sur notre surface, sur la surface du sol. Du coup, en termes de ressources, là, on a déjà une incertitude. Donc, qui dit incertitude va dire degré de liberté de moins, parce que ça peut être bon comme moins bon. Le changement, c'est que ensuite, on a un volume fini. Autrement dit, la disponibilité qu'on va avoir, François en parlera tout à l'heure, le volume disponible, lui, du coup, il est là aussi changeant, parce que la première interception se fait au niveau du sol et de l'agriculture, ou on va dire de l'environnement direct. Donc ensuite, la disponibilité de la ressource, ça va être ce qui potentiellement peut rester. Et là aussi, ça veut dire qu'on ne travaille pas sur une banque avec un volume fini. On n'a pas de dotation. Elle peut varier, et donc, adaptation. Alors, ça serait encore que ça. Bon, je dirais qu'on est habitué à faire des modèles, on travaille, on pourrait s'en sortir, mais ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'on a ça aussi. On a des contraintes anthropiques, sociétales, et elles sont d'autant plus, on va dire, prépondérantes que, vous voyez, la population, vous avez le petit schéma qui est juste derrière moi, en 1804, 1 milliard d'habitants sur la planète. J'ai les prévisions 2011, 7 milliards. Je crois qu'on les a largement dépassés. Donc, ça veut dire qu'on est de plus en plus nombreux. La demande ne cesse d'augmenter. Et comme je l'ai dit, le volume initial, il n'est pas forcément figé.
Donc la population s'accroît, l'urbanisation aussi. D'accord? Ça, c'est un gros problème. On sait que plus on est nombreux, plus de monde habite dans les villes. Autrement dit, pression urbaine sur des territoires de plus en plus étendus. Ensuite, la technologie. Ah, la technologie, c'est merveilleux, le génie humain. Il y a quelques siècles, on puisait de l'eau avec un seau. Allez, 20 litres toutes les 20 secondes. Calculez le débit en mètres cubes heure, vous allez voir. Maintenant, il n'y a aucun problème de sortir 300 mètres cubes heure d'un puits, il n'y a aucun problème de vider une rivière, il n'y a aucun problème si on continue à pomper, le lac qui est à côté, il est vidé aussi. Si on laisse le temps au prélèvement, on va vider la nappe. Donc ça, c'est le génie humain. Les préférences aussi. Ah oui, tiens, les préférences, ça, c'est le confort. On en a parlé, on l'a évoqué pendant ces 2 journées. Ça change, ça aussi. Actuellement, qui a besoin de plus d'eau pour son confort, pour sa climatisation, pour ceci, cela. Des cultures parfois exotiques. Bon, pourquoi pas? Les exportations d'eau aussi. Et la réglementation, on l'a évoqué aussi, vous avez vu, c'est changeant, c'est fluctuant, ça va quand même dans un sens de la contrainte. Même si la contrainte n'est pas de mise, on l'a bien dit, ça va quand même dans le sens de la contrainte. Alors, la gestion intégrée, quels moyens dispose-t-on? En fait, la gestion intégrée va supposer 2 contraintes. D'abord, on va devoir protéger, et ensuite, on va devoir conserver. Vous avez bien vu, hein, les notions de protection et de conservation ne sont pas du tout de la même chose. Il y a de la protection de captage, il y a de la conservation, on va dire, de stock. Autrement dit, il faut gérer ces 2 pendants. Et ça, le problème, c'est que les usages, eux, ils sont grandissants. Ils sont la santé, l'habitat, le transport, la production, la culture. Tous ces usages-là doivent être satisfaits pour nous, société humaine. Sauf que la contrainte, c'est que le jeu doit être à somme nulle. Autrement dit, le volume initial, on ne le connaît pas, il peut varier, et on ne peut pas créer de cette ressource. Donc il faut partager. Si on donne plus à quelque chose, ça veut dire qu'il y a forcément moins pour le reste. D'où la notion de conflit, de gestion des conflits. J'enchaîne. À toi. Donc, à quoi sert l'eau? On pense que ce serait bien de s'arrêter quelques instants pour regarder ces usages. En fait, si on a une vision purement technique, la vision qu'on m'a enseignée il y a quelques années comme ingénieur, on me dit, l'eau, on va la pomper, on va la traiter, la distribuer, on va l'utiliser, on va la collecter de nouveau, puis on va la rejeter. Ouvrage bien fait, c'est terminé. Puis même, souvent, la vision cette vision-là, on peut voir que les gens vont dire, on ne fait qu'emprunter l'eau au système, on la retourne dans le système, on l'a même nettoyé peut-être même mieux, puis en fait, on rend service à la nature. Donc, cette vision technique, ce n'est pas une vision qui intègre les notions de bassin versant, ce n'est pas une vision qui intègre une question de gestion intégrée. Et donc, on va s'arrêter aux 5 fonctions de l'eau parce que si on veut mettre en place des systèmes de gestion, il faut être capable de bien comprendre tous les usages pour qu'on puisse les respecter. Le premier, c'est la santé, c'est évident. C'est d'ailleurs une raison pourquoi il y a tant de gens qui vont acheter encore de l'eau embouteillée, même si on leur distribue de l'eau de bonne qualité. C'est que les gens, ils prennent leur santé à cœur et l'eau doit d'abord assurer la santé des populations. Un deuxième usage qui est évident quand on y pense, mais c'est tous ces systèmes d'eau, notamment en surface, c'est un habitat, des écosystèmes aquatiques, et ils jouent donc un rôle important. C'est curieux comme ça semble évident, mais lorsqu'il est question d'aller chercher de l'eau dans une rivière, on l'a vu plutôt avec le Rio Grande, rapidement, on n'a pas vraiment pris en compte le fait qu'il y avait peut-être un système aquatique, un écosystème à maintenir. La question de transport est encore moins évidente. On va des fois remarquer que l'eau est brune. On sait qu'il y a des sels dissous dans l'eau, mais ça, c'est beaucoup moins connu. Pourtant, c'est des tâches importantes. La rivière va transporter des sédiments, des particules, puis il va dissoudre des sels, et ces sels-là sont nécessaires à l'écosystème aquatique. Et en même temps, les particules qui sont charriées, souvent vont arriver dans les estuaires, vont entretenir les estuaires. Il y a des plages, il y a toutes sortes de retombées. Donc, dès qu'on construit un barrage, on peut
interrompre le transport, notamment des charges particulières. Cet usage est le plus connu parce que c'est l'usage où on intervient le plus directement pour notre propre bénéfice. C'est regroupé sur production et ça touche deux volets, l'écosystème terrestre. Donc, l'eau sert à maintenir tout l'écosystème terrestre. On parle, par exemple, aussi d'agriculture pluviale. Donc, on va remplacer un pré, par exemple, par une monoculture de notre choix, puis on va tout simplement attendre les précipitations, puis on va récolter à la fin. À ce moment-là, c'est quand même une partie des usages de l'eau et ça maintient tout l'écosystème terrestre. Cette fonction de production-là, qui sert à l'écosystème terrestre auquel on va nous servir à nous nourrir, mais on se sert de la même eau pour faire du développement socio-économique. Donc, on va faire de l'irrigation pour certains secteurs, pour augmenter les performances. Puis, on va aussi soutenir les villes, les industries, donc l'ensemble de l'eau qu'on a besoin. Donc, dans la plupart des visions très techniques que j'ai évoquées au début, souvent, on va se concentrer que sur ce volet-là. Puis, le volet santé va aussi être traité. Des fois, on va oublier les deux autres volets. Le cinquième est de loin le plus oublié parce que c'est l'aspect culturel. On a des attachements à l'eau comme être humain. C'est sûr que si on était des Indiens, là, je peux faire référence à l'Inde, ils ont des fleuves sacrés. Eux, il y a toute une vision par rapport à la circulation de l'eau, c'est associé aux religions. Ici, on n'est pas tout à fait à ce niveau-là, même si au Québec, on est assez fiers de nos rivières et de notre fleuve. Il reste que cette question de culture, c'est tout ce qui touche l'éducation, c'est ce qui touche le bien-être des gens. Et je crois que c'est peut-être une des portes d'entrée pour motiver les gens à s'intéresser à la question de la gestion de l'eau. On va repartir sur la notion de production. En fait, si on regarde bien, c'était à toi. On va la sauter. On la saute. Ouais. Hop. En fait, donc, le système de production qui est, on va dire, associé à l'eau, il interagit sur les villes, l'urbanisation, l'industrie, bien sûr, et également les fermes, autrement dit, le domaine agricole. Si on prend l'exemple de l'expansion urbaine ou de l'urbanisation, en fait, le milieu eau peut être vu comme plusieurs types de milieux. C'est à la fois la zone de source, donc de production, qu'elle soit de surface ou souterraine, peu importe, c'est absolument la même chose. Mais c'est aussi le milieu récepteur pour les rejets sanitaires et également pour le rejet pluvial. On a, Jean-François Berthomeu l'a évoqué, on a très peu l'habitude de réinjecter dans une nappe ce qui vient du pluvial. C'est carrément un égout et ensuite c'est envoyé dans le réseau supérieur. On a également le milieu hydrique qui, peu ou prou, finit comme être la zone de stockage où les déchets solides sont enterrés, sont cachés. Les effluents hydriques de ces zones-là finissent toujours par atteindre le milieu hydrique. Du coup, si on illustre ça par le développement urbain, comment ça se passe? En fait, on a à la base un petit village, on en a tous connu, avec sa propre source, son propre puits, son propre prélèvement dans le cours d'eau. Tout se passe bien. Alors, tout se passe bien, oui, parce que bon, c'est à peu près bien, il n'y a pas trop de population. Toutes les fonctions qui sont listées sur le côté sont remplies en même temps, mais sur la même zone. Et il y a un seuil où la ville s'agrandit. Ça donne quoi? Ça donne que cette fois-ci, la zone s'agrandit, on ne peut plus tellement prendre au sein de la ville. Pourquoi? Parce que les rejets se font directement dans le sol et du coup migrent gentiment, lentement, mais sûrement vers la nappe. Et donc la polluent. Du coup, on fait quoi? On repousse les aires d'alimentation en prenant de plus en plus de place. Sauf que ça, c'est pas fini, hein. On a une expansion de plus en plus grande, on arrive à des grandes villes. Vous le savez aussi bien que moi, on va chercher l'eau de plus en plus loin pour alimenter les zones des agglomérations. Et comme François l'a écrit, il nous rappelle que 50% de la population mondiale vit dans des villes. Ça veut donc dire qu'on est incapable sur les territoires qui sont urbanisés d'assumer la production, la fonction de production. On ne peut plus assumer cette fonction-là. Donc on met le système en déséquilibre. Je ne vous parle pas de la pollution, et ainsi de suite. En termes de système agricole maintenant, ou même pour la ville, là, l'illustration, elle est basée sur un fonctionnement avec le milieu, on va dire, urbain et la surface.
qu'est-ce qu'on a? On a effectivement une recharge en charge solide, et on va dire le mot, en charge polluante, dans le système hydrique. Alors, ça c'est bien, mais ça c'est Québec, c'est une grande ville, ou c'est Bordeaux. Parfois, attention, il faut quand même voir aussi que le rejet urbain, une fois traité, c'est plus que la moitié du débit du cours d'eau. Donc parfois, ça peut être vu comme quelque chose de positif. Il faut éviter de catégoriser de manière trop draconienne. Donc, on met quand même en charge le système. Et si on met en charge le système, en termes de charge polluante, ça veut dire qu'on va limiter ses effets. Ça peut très bien fonctionner jusqu'à un certain seuil. Si on dépasse ce seuil-là, on va perdre tous les bénéfices. Si on passe du domaine maintenant dans le domaine agricole, qui est soit à l'amont, soit à l'aval, soit en rive droite ou gauche, en fait, les activités agricoles, cette fois-ci, ou toute autre activité, viennent là aussi charger le système et, à terme, viennent modifier la qualité du fluide. Fluide qui, n'oublions pas, doit toujours satisfaire les fameuses fonctions qu'on a listées tout à l'heure, y compris celles de production, bien sûr. Donc ça, c'est le système agricole. En fait, l'idéal, je vous ai dit tout à l'heure qu'on travaillait à somme nulle. Pour travailler à somme nulle dans l'eau qui va nous rester, c'est-à-dire l'eau bleue, l'idéal, c'est de travailler dans une agriculture qui est uniquement pluviale. Dans le sud de l'Aquitaine, on a encore une zone privilégiée où on peut faire du maïs climatique. C'est au Pays Basque, là il y a une frange, là on a du maïs climatique, et avec des rendements comparables à de l'irrigation, à ceux qui sont irrigués. Ce n'est pas partout le cas, et si on choisit d'irriguer, les autres fonctions vont toujours être assurées, parce que le sol fonctionne toujours de la même manière, mais si on prend de l'eau pour irriguer, ça fait de l'eau en moins disponible pour la suite. Ce qui nous ramène à la culture de l'eau. Moi, je suis, vous savez, universitaire, je m'intéresse beaucoup à l'aspect de la formation et je perçois donc la culture via l'éducation. Pour moi, si on regarde l'eau, si on veut parler de l'eau, les premiers contacts que les jeunes vont souvent avoir avec l'eau, ça va être dans leur cours de sciences à l'école. Puis souvent, ça va être, on va leur parler de notions de chimie, quelques notions de physique. Puis, quand on arrive au milieu universitaire, on s'est inventé des disciplines pour travailler dans le domaine de l'eau. Donc, les hydrologues qui font plutôt les eaux continentales, les météorologues plutôt tout ce qui est la circulation atmosphérique, puis ensuite les océanographes, ce qui est les océans. Donc, on s'est séparé ça en 3 grands réservoirs, 3 disciplines qui des fois ne se parlent pas beaucoup. Mais c'est la transcription du monde de la gestion de l'eau, dans le milieu universitaire. Bien sûr, il y a d'autres disciplines qui sont impliquées. J'en ai identifié quelques-unes. Il y a le génie, bien sûr, la biologie, l'agriculture, géologie, géographie, foresterie. C'est tous des secteurs qui sont intimement liés à la gestion de l'eau également. Toutes ces disciplines sont plutôt scientifiques et on a évoqué plusieurs fois dans les 2 dernières journées l'importance d'ouverture, de transdisciplinarité. On a eu des visions présentées par des sociologues, on aurait pu avoir des économistes, on a besoin d'une version plus large. Et donc, si on voulait vraiment faire une formation dans le domaine de l'eau, il ne faudrait pas faire appel à ces disciplines-là, il faudrait ajouter celle-ci aussi. Ce qui cause un certain défi, parce que j'ai peine à imaginer un programme qui réussirait à intégrer toutes ces disciplines. Donc, en fait, il ne faut peut-être pas passer par un programme qui ferait tout, peut-être passer davantage donc par des équipes. On voit, ça fait ressortir qu'on a besoin de gens qui vont être un peu experts dans chacun de ces domaines-là, puis qui vont pouvoir contribuer. Mais pour ça, ça demande une certaine culture de l'ouverture, une culture des autres disciplines, une culture qui est à bâtir, et peut-être que le meilleur endroit pour commencer ça, c'est à l'intérieur des universités, sur les bancs, dans les écoles. Tout ça aussi pour objectif de faire évoluer les modèles mentaux. Parce qu'on a des préconceptions. Donc, si vous enseignez, vous savez que si un étudiant a déjà une conception de la chose, il faut d'abord lui montrer que sa conception est mauvaise, et ensuite, il y aura une ouverture par rapport au bon concept. Donc, ces modèles mentaux-là peuvent être des blocages. Et ces modèles mentaux-là existent dans la population également. Il y a toutes sortes de visions par rapport à comment le bassin fonctionne, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon.
Puis, bien, il y a quand même un ouvrage à être fait. Et un ouvrage que je ne vois pas souvent, et j'admets que je ne l'ai pas fait non plus, c'est d'essayer d'aller comprendre quels sont les modèles mentaux dans la population pour être capable ensuite de pouvoir agir sur ces modèles-là. Donc, l'idée des modèles mentaux, c'est de faire évoluer les choses. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez des fruits que vous allez acheter dans un marché, et d'un côté, vous savez que c'est des fruits qui ont été irrigués, et de l'autre côté, des fruits qui ont été irrigués, mais directement à partir des eaux d'une usine de traitement d'eau usée, l'expérience a montré qu'il y en a un qui va se vendre mieux que l'autre. Alors que si l'eau usée serait allée dans la rivière quelques minutes, pour quelques mètres, et aurait été repris, on n'aurait probablement pas posé la même question, on ne l'aurait pas vu de la même façon. Donc, cet exemple est un peu extrême, mais c'est un exemple qui montre le besoin qu'on va avoir de réutiliser l'eau, de la faire recirculer. Puis, bien, on a des blocages, on a des visions, des choses qu'on veut ou pas collaborer. C'est quoi la suivante? C'est la solution. C'est à toi. C'est arrivé plus vite. C'est arrivé trop vite. Donc, que faire? Que faire pour essayer de faire changer ces mentalités? Comment faire pour essayer d'appréhender, on l'a vu, la multidisciplinarité et la complexité du système? En fait, une des solutions qu'on a envisagées, là aussi, c'est peut-être pas la seule, peut-être pas la meilleure, mais c'est celle qu'on vous propose, c'est le dialogue. Le dialogue, on l'a fait pendant 2 jours. En fait, on a évoqué différents thèmes, différentes thématiques. Vous les reconnaîtrez, ce sont celles des rencontres. Vous avez les lois sur l'eau, avec les règlements, bien sûr, les grands principes. Ça, c'est une première approche. Vous avez également la vie de la santé. Bien sûr, là, c'est un des premiers besoins à satisfaire, et la santé, c'est important. L'aspect sanitaire de la chose, vous avez vu tous les moyens qu'on met en place pour y répondre. Là aussi, il faut peut-être croiser la vision entre loi, santé, l'aménagement. Qui dit santé dit protection. Protection va toucher à l'aménagement. Peut-être faut-il envisager soit de sanctuariser, j'en sais rien, des zones, des aquifères, ou les réserver, ou les utiliser, mais de manière intelligente, faire de l'irrigation intelligente. Ensuite, protection des ressources. Bon, je l'ai déjà évoqué parce que tout ça est interconnecté. Oui, bien sûr, il va falloir protéger et gérer ces ressources. C'est de la gestion durable qu'on envisage. On veut bien s'en servir maintenant, mais il faut que ça dure le plus longtemps possible, pour le plus de monde possible. Et après, gestion par bassin, on est arrivé en fait à se dire, ben oui, bassin, et là, on n'a pas rajouté ni versant ni hydrogéologique. Pourquoi? Parce qu'en fonction du cas particulier, du type de ressources que l'on va avoir, on ne peut pas généraliser. Il faut s'adapter. Donc, en fait, ça, c'est un peu la programmation de des 2 dernières journées qui est présentée ici à l'écran, parce qu'en fait, c'est ça qu'on vient de discuter. On a peut-être quelques pistes, des suggestions, des choses pour réfléchir ou amener d'autres débats, ou qui sait faire les prochaines rencontres Champlain-Montagne. On aime bien l'idée d'hydrosolidarité, c'est quelque chose qu'on a encore beaucoup à développer, mais ultimement, si on pousse ça à la limite, il faudrait non seulement que les gens partagent l'eau, mais il faudrait qu'ils partagent les bénéfices tirés de l'eau. Donc, il faudrait qu'on puisse faire le meilleur usage de l'eau au meilleur endroit, puis donc de faire aller jusqu'au partage des bénéfices. Donc, ça, si on disait que ça prend peut-être une génération devant nous, peut-être que là, ça va en prendre 2, mais c'est vers ça qu'il faudrait ultimement tendre. L'implication citoyenne reste un défi, on en a parlé plusieurs fois, mais je pense que même si c'est un défi, on devrait veiller à continuer à y travailler. Et moi, je trouve qu'il y a une ouverture nécessaire des villes face à leur bassin versant. Il y a une possibilité pour une ville de vivre en vase clos et de se limiter à une vision technique, de se dire que j'ai mes sources d'eau, donc je vais veiller à contrôler mes sources, puis je peux à la limite vivre sans tenir compte du reste du territoire, et ça serait très dommage. La raison pourquoi je crois que c'est très dommage, c'est que les villes constituent des institutions politiques qui sont potentiellement très puissantes parce que c'est bien structuré, il y a une démocratie, il y a une organisation. Souvent, ces villes-là ont donc un pouvoir de leadership extraordinaire qu'ils peuvent assumer sur le bassin versant. Il reste à voir s'ils veulent assumer ce leadership ou non et la manière qu'elles veulent le faire. Ensuite, je reviens sur la question de la culture.
c'est l'éducation transdisciplinaire. Je pense qu'il faut passer par là. Mais je crois qu'il faut quand même que les gens soient formés dans une discipline initiale pour qu'ils puissent comprendre en quoi ils peuvent contribuer avant d'aller chercher à l'ouverture aux autres. L'évolution des modèles mentaux, je viens d'en parler. On vous laisse sur une dernière pensée. C'est que l'eau s'en fout. C'est que l'eau, elle circule sur le territoire, elle va ramasser des polluants. Elle coulera ou coulera pas dans un endroit, elle fera une inondation où il y aura une sécheresse, il en manquera. L'eau, elle, les usages, elle n'en a pas, elle n'intéresse pas vraiment, on s'en fout complètement. C'est à nous d'avoir à cœur cette question-là. Voilà, madame.